territoire au paysage grandiose, parcouru de côtes préservées et de falaises vertigineuses. C'est dans ce décor sauvage que Séverine aime se ressourcer. Elle a d'ailleurs choisi d'y travailler puisqu'elle contribue à la promotion d'un site naturel qui s'étend du cap Grinet au cap Blanc-Nez, au nord-ouest du Boulonnais. Avec elle, vous allez faire la connaissance de Myriam, qui propose un produit caractéristique de la région sur son petit stand du port de Calais. Bonjour Myriam. Bonjour. Je suis venue chercher les meilleurs moules de la Côte d'Opale. Je m'en vais dans un gisement à Ningles. C'est Ouais. magnifique. Ouais. Tu vas voir, tu vas adorer. Je t'embarque. Bon, Allez. c'est parti. On y On va y va? Allez, let's go. Allez bien. Myriam pratique la pêche aux moules. Décorée au titre de chevalier de l'Ordre national du mérite dans le cadre de son activité, elle se passionne depuis toute petite pour ce mollusque. Elle le récolte dans un site aux allures de carte postale. Alors ici, c'est un des plus vieux gisements de la Côte d'Opale. C'est vraiment à l'état pur, c'est naturel. Myriam récolte les moules sur la plage de Ningles, au sud de Boulogne-sur-Mer. Elle s'accroche sur un ensemble de rochers bien connus des locaux. Regarde, il y a un joli rocher là. Ah ouais. Il y en a des belles grosses là. Petite particularité, ce sont des moules sauvages. Les pêcheurs à pied qui travaillent à l'ancienne sont extrêmement respectueux du site. Ils sont encore une cinquantaine sur la Côte d'Opale à prélever leurs produits sur des gisements naturels. Et Myriam, c'est quand même un outil de travail assez rigolo. Aller travailler avec une cuillère. Bon, Oui. ton bureau est sympa, mais ton outil quand même est assez original. Mais oui, et si je prends la cuillère, c'est parce que si tu veux, ça permet de ne pas arracher les autres. On est quand même des prédateurs, mais on peut être des prédateurs intelligents. Issue d'une lignée de marins qui pratiquent la pêche depuis le Moyen-Âge, Myriam défend son métier corps et âme. Elle a pour projet de créer des ateliers pédagogiques et une formation de pêcheurs à pied. Oh, mais regarde Myriam, là je viens de cueillir une belle moule, mais à côté j'en ai deux petites. Qu'est-ce qu'on fait Parce que Les je deux peux pas les petites, prendre. tu les remets. Ah non, tu peux pas. Mais t'inquiète pas, tu les poses. Et Ouais. en fin de compte, elles ont un esprit naturel. Au moment de la remontée de la marée, Ouais. elles vont sentir la marée. Donc, pour se raccrocher, elles vont lancer un byssus. Elles lancent des fils comme les araignées, ça s'appelle un D'accord. byssus. Elles vont se raccrocher l'une aux autres. Quand tu fais les moules, quand tu prépares les moules chez toi, c'est ce qu'on appelle la barbe qu'on essaie de retirer. Voilà. C'est ça. La partie de pêche touche à sa fin. Myriam et son mari remontent les moules sur leur fidèle vélo bricolé. Il ne reste plus qu'à les cuisiner. Aujourd'hui, Myriam a choisi d'accompagner ses moules avec un fromage à la chicorée, un pur produit issu du terroir. Elle y ajoute quelques champignons et des olives pour donner de la texture. Voilà pour la sauce. Quant à la cuisson des moules, c'est tout un art. On bat toutes les moules? Vas-y. Je te mets tout? Non, surtout pas. Surtout pas. Ah d'accord. Alors, je vais t'expliquer. Quand Ouais. on charge trop son faitout, ce qui se passe, c'est que tu as des moules qui cuisent et d'autres qui meurent étouffées. Et tu rates ta cuisson. Ok. D'accord? Les moules, il faut les laisser vivre avec la chaleur. Il faut leur laisser l'espace pour s'ouvrir. Et ça cuit très, très vite, tu vois. À 7-8 minutes à feu vif. On y va? Maxi, on y va. Voilà. Allez, une petite moitié. Les moules sont cuites à part pour exprimer toute leur saveur. Il ne reste plus qu'à déguster. Ah, super. Allez, voilà nos petites moules de pays. On va enfin pouvoir les goûter, ces moules qu'on a cueillies avec amour. Voilà. Super. On ajoute la sauce bien chaude au dernier moment. Un régal. La frite dans la sauce, c'est Le merveilleux. petit bonheur. Les petits bonheurs simples de la vie. Voilà, tout simplement. C'est d'enfer, franchement. Et c'est vrai que l'association avec le fromage, tu sens, enfin, c'est super bon. Tu aimes? J'adore. Après ce savoureux repas, Séverine nous propose de prendre un bon bol d'air. En bord de mer, à une quinzaine de kilomètres plus au nord, plus exactement au fort d'Ambleteuse. Un édifice unique en son genre, posé sur un rocher de grès qui veille sur une grande plage de sable.
Jean-Yves en est le gardien. Il est aussi et surtout l'un des acteurs principaux de sa restauration. Bonjour Séverine. Bonjour Monsieur Méraud, vous allez bien? Très bien. Merci de m'accueillir et puis de m'en dire plus, parce que c'est vrai qu'on connaît tous le fameux fort d'Ambleteuse sur la côte d'Opale, Et personne ne sait réellement ce qu'il est. mais voilà, je suis là Bon. pour ça. Son fort, cerné par les eaux à marée haute, Jean-Yves le surnomme affectueusement le Mont Saint-Michel des gens du Nord. Bien que plus modeste, il n'en possède pas moins une histoire tout aussi intéressante. De quand date-t-il ce fort? Ce fort date du XVIIe siècle, 1680-1690. Louis XIV le fait construire par Vauban, parce que Louis XIV avait l'ambition de faire dans l'estuaire du fleuve Slack un port de guerre qu'il voulait le plus beau et le plus sûr d'Europe. Sur Ambleteuse. Sur Ambleteuse. Et Louis XIV fait donc construire ce fort dans le cadre d'un projet d'envahir l'Angleterre. Le projet d'invasion est finalement abandonné à cause de l'ensablement du port et des forts courants dans la baie. Napoléon Bonaparte, puis Napoléon III s'intéresseront également à la position stratégique du site. Les Allemands y installeront finalement une casemate d'artillerie durant la Seconde Guerre mondiale. Le fort était en ruine à la sortie de la guerre, dans les années 60. En 1965, il est classé monument historique. En 67, mon père, le docteur Jacques Méraud, crée l'association des Amis du Fort, qui achète le fort pour le franc symbolique. Donc le fort, en plus d'être un monument rarissime, est un des rares monuments à être propriété d'une association. C'est un groupe de personnes qui se sont dévouées et depuis 50 ans on travaille, maintenant la relève est assurée. C'est le seul fort en mer encore debout au nord de Cherbourg, il n'y en a plus d'autres, et c'est le seul fort en mer encore debout des 7 qui défendaient la rade de Boulogne sous Napoléon. Grâce aux efforts de Jean-Yves et de ses bénévoles, le fort d'Ambleteuse fait aujourd'hui partie du patrimoine qui compte sur la côte d'Opale. Séverine nous propose maintenant de découvrir un autre symbole de la richesse des terres du Nord. Une production inévitablement associée à ce coin de France. Pour nous la présenter, elle nous amène à Tardingan, 10 km plus au nord, à la rencontre de Christophe, un amoureux de son terroir. Alors là, on est dans ton champ d'orge, c'est ça Christophe? Oui, tout à fait. On se situe au cœur du grand site de France des Deux Caps. Ouais. Et c'est ici qu'on cultive notre orge. Christophe est brasseur. Il fait pousser lui-même la quasi-totalité de son orge. En fait, pour faire une bonne bière, il faut avoir de bonnes matières premières. Et donc, l'idéal, c'est de cultiver ces matières premières. C'est une céréale barbue. Regarde comme elle est barbue. Hein. L'orge est une culture qu'on sème fin février, début mars et qu'on récolte au mois de juillet. C'est une culture à cycle court et donc le climat maritime s'y prête à merveille. Ouais, bah heureusement qu'elle s'y prête à merveille, parce qu'on est quand même des buveurs de bière ici. Bah oui, on est dans le Nord, on n'a pas de vigne mais on a du houblon et de l'orge. Au début du XXe siècle, plus de la moitié des brasseries recensées en France étaient installées dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour Christophe, implanter sa ferme brassicole ici était une évidence. En 15 ans, il a déjà créé 9 bières artisanales différentes. La composante principale qui les distingue les unes des autres, c'est le malt. Et alors, donc ça, c'est l'orge, hein, c'est ça? De ton champ? Oui, c'est fabriqué à base d'orge mais c'est du malt en fait, c'est pas de D'accord. l'orge. Hein. Donc le malt c'est quoi? C'est l'orge qui est germée et séchée. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'orge telle quelle pour fabriquer de la bière, il faut le transformer en malt. D'accord. Et ça, c'est un malt, ce qu'on appelle de type Pils, hein, pour faire une bière blonde. Et on peut sécher plus fortement pour faire de la couleur, pour faire un malt caramel, un malt ambré, pour faire des bières de différentes couleurs. Et on va ici jusqu'à de la torréfaction. Ouais. Alors ça, en fait, c'est de l'orge grillée. C'est un grain cru qui est torréfié. Ouais, torréfié comme le café, ça sent un peu. Hein. Voilà, tout à Cette, fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est chaud comme. Alors en comme fait, parfum. finalement, la bière, c'est une recette. Hein. On assemble différents types de malt ou de grains crus pour faire telle ou telle bière. Contrairement aux brasseries industrielles, où la bière est rapidement filtrée, celle de Christophe reste en garde dans ses cuves pendant 3 semaines minimum pour s'affiner et développer leur caractère. Cela leur donne un goût très prononcé. Christophe a voulu travailler ainsi ses produits pour qu'ils s'inscrivent dans la longue tradition des bières de haute fermentation du nord de la France.
Notre balade en Côte d'Opale s'achève dans un lieu des plus raffinés, le château d'Ardelot. Un manoir néo-gothique, étonnant vaisseau de pierre posé en pleine forêt, face au petit lac des Miroirs. Pour s'en faire expliquer l'histoire, Séverine a rendez-vous dans les jardins de style Tudor, situés à l'arrière du château. C'est Valérie, la directrice de l'établissement, qui nous accueille. Bonjour Valérie, tu vas bien? Bonjour Séverine. Bon écoute, je suis super contente que tu m'accueilles dans ce château qui m'est cher parce que je viens m'y balader régulièrement avec les enfants. Sur la côte d'Opale, l'architecture du château d'Ardelot dénote. Pour en arriver à ce décor singulier, l'édifice a subi bien des modifications. Depuis ses origines au XIe siècle, il est tombé en ruine et a été reconstruit plusieurs fois. Au XIIIe siècle, le comte Philippe de Hurtel construit ici un château fort. Ce château fort sera renforcé au XVe siècle pour résister aux attaques anglaises. Au XVIe siècle, Catherine de Médicis, reine catholique très pieuse, rase le château occupé par des protestants. En 1791, les ruines sont vendues comme bien national. Différents propriétaires privés reconstruisent peu à peu Ardelot et apportent chacun leurs modifications au château. Jusqu'à le rachat par un autre propriétaire en 1865 qui s'appelle Henri Gaille et qui là va construire le manoir néo-Tudor tel qu'il est aujourd'hui. Une architecture très anglaise. Le château d'Ardelot s'inspire clairement du château de Windsor. L'un des derniers propriétaires d'Ardelot, Sir John Whitley, cofondateur du Touquet Paris-Plage, souhaitait d'ailleurs en faire une station balnéaire pour la haute société britannique et française. Sir John Whitley, en 1897, a racheté le château et en a fait un clubhouse, un lieu mondain. Aujourd'hui, le château d'Ardelot est un centre culturel qui évoque en son sein l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Chacune de ses pièces et des objets que l'on peut y admirer raconte les relations franco-britanniques qui ont été souvent tumultueuses. Autrefois un passage obligé pour relier les deux rives de la Manche, la côte d'Opale est aujourd'hui un territoire qui raconte bien des histoires. Ainsi s'achève notre voyage à la découverte de cette accueillante région.